Deuxième partie. Les tensions entre logique marchande et logique d'intérêt général ont renforcé la confusion actuelle sur le sens de l'action publique. En effet, le modèle privé n'a pas permis d'atteindre les résultats escomptés tant sur le plan économique que sur le plan des réformes administratives. Des résultats mitigés sur le plan économique. En termes de politique économique, les mesures ont atteint certains objectifs comme la réduction de l'inflation. En revanche, des économistes et responsables publics ont considéré qu'elles avaient eu des conséquences douloureuses du point de vue de l'intérêt général. En effet, les pays d'Amérique latine qui ont appliqué parmi les premiers les principes du consensus de Washington ont connu une aggravation de la pauvreté, du chômage, un creusement des inégalités et des investissements spéculatifs, et en vivent encore aujourd'hui les conséquences. Certains analystes justifient ces échecs par le manque de rigueur dans l'application des recommandations ou par leur dévoiement via la corruption par exemple. En revanche, d'autres pointent l'austérité budgétaire comme facteur aggravant la situation financière, économique et sociale. Ce fut le cas notamment de Joseph E. Stiglitz, économiste en chef à la Banque mondiale avec son ouvrage de 2002, La Grande Désillusion. Ainsi, le consensus de Washington a sous-estimé l'impact positif de la dépense publique. Le bien-fondé de la dépense publique. La dépense publique reste un facteur indispensable de croissance et de développement si elle est réalisée de manière efficace et pertinente. Ainsi, la Banque mondiale, dans son rapport Taking on Inequality, rappelle 6 domaines d'intervention publique prioritaires et efficaces pour réduire les inégalités. Développement de la petite enfance et nutrition, couverture médicale universelle, accès universel à une éducation de qualité, transfert monétaire aux familles démunies, infrastructures rurales, en particulier les routes et l'électrification, fiscalité progressive. Aux critiques économiques que nous venons d'évoquer s'ajoutent les critiques concernant l'impact des réformes administratives. Les ambiguïtés de la nouvelle gestion publique, la NGP. En termes de réforme des administrations, la NGP soulève des questions. Plusieurs études sociologiques montrent que les agents publics perçoivent des ambiguïtés, voire des injonctions paradoxales, qui participent à la crise de sens de l'action publique. Ainsi, la notion d'intérêt général apparaît dévalorisée alors qu'elle fonde l'existence même du service public et constitue un facteur de motivation. De plus, alors que l'action publique est appelée à pallier l'absence du secteur privé dans certains territoires ou populations non rentables, on lui impose des approches par les coûts et le profit. Enfin, certains objectifs apparaissent inatteignables. Il semble en effet difficile d'améliorer et de développer de nouveaux services tout en réduisant les moyens humains et financiers. Des rapports d'inspection et de propositions au gouvernement ont aussi démontré des échecs en termes de résultats de la nouvelle gestion publique. Ainsi, elle induit des dépenses nouvelles à la création des agences, mais aussi des coûts cachés dus aux réorganisations et nouvelles activités de pilotage. Sans compter que le recours massif aux cabinets de conseil privés a conduit à des recommandations inapplicables et parfois irréalistes pour les organisations publiques. De plus, le manque de participation des agents a induit une perte de confiance et un sentiment d'usure face à des formes qu'ils ne comprennent pas. La mise en place d'indicateurs de performance mesure certes l'activité et les coûts, mais pas l'impact de la politique publique elle-même. Ainsi, la nouvelle gestion publique, NGP, est critiquée pour avoir détérioré d'une manière globale la qualité du service public et creusé les inégalités, par exemple en réduisant le nombre de sites d'accueil du public ou en rallongeant le délai de traitement des dossiers. Ces constats, échecs relatifs sur le plan économique et ambiguïté de la nouvelle gestion publique évoquée ci-dessus, ont amené la recherche d'un nouveau modèle et d'un nouveau sens pour l'action publique. C'est ainsi qu'est né le concept de bonne gouvernance. À la recherche d'un nouveau sens, la bonne gouvernance. Dès les années 1990, le terme « bonne gouvernance » apparaît de plus en plus souvent dans les discours des institutions mondiales. Il s'agissait à l'origine de critères internes du FMI et de la Banque mondiale pour conditionner l'octroi des prêts. En 1997, le FMI entend ainsi éviter la mauvaise gouvernance, c'est-à-dire la corruption, avec des exigences de transparence, de responsabilité, d'efficience et d'impartialité. Depuis, le concept a été repris par les Nations Unies, l'OCDE, le Conseil de l'Europe ou la Commission européenne.
il a été élargi à des notions qui touchent au régime politique et à l'intérêt général de l'action publique, tels que les droits de l'homme, la protection des libertés fondamentales, la tenue d'élections, la lutte contre la pauvreté, le développement durable, le bien commun ou l'inclusion, etc. Ainsi, le concept de bonne gouvernance s'enrichit de toutes ces notions fondamentales. Pour autant, la diversité des définitions propres à chaque institution ne permet pas de donner un cadre créateur de sens pour l'action publique. Et une définition commune de la bonne gouvernance reste encore à définir pour l'ensemble des institutions et pays. Conclusion. En conclusion, les évolutions des dernières décennies ont déstabilisé les acteurs publics. Aucun d'entre eux ne peut s'opposer à l'idée d'un service public de qualité, efficace et efficient. Pourtant, une confusion s'est installée entre ces objectifs et les finalités de l'action publique, c'est-à-dire ce qu'elle doit apporter à la société pour le bien commun. Au-delà des méthodes, ce sont donc les valeurs qui ont été fragilisées. C'est pourquoi il est important de clarifier les valeurs, les principes, les responsabilités et les finalités propres à l'action publique.